j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas qui va être une discussion, un petit chit-chat où je réponds à vos questions. J'ai demandé de m'envoyer des sujets, des questions sur différentes choses, des affaires qui vous trottent par la tête. J'ai demandé ça sur Instagram, c'est toujours là que je demande les questions. Et là, ce soir, je filme ça pour vous en mode vraiment relaxant. Je suis rendue en temps réel, au moment où je vous parle, on est le 7 et je filme le 7 pour ma vidéo du 8. J'ai perdu toute mon avance parce qu'il y a 2 journées où j'ai pas filmé, que voulez-vous. Donc, on va se mettre là-dessus pour essayer de se redonner un petit buffer, mais ça me regarde juste moi. Je devrais même pas vous en parler, c'est l'arrière-scène. Je suis le magicien d'Oz. Si vous venez de vous joindre à moi, bienvenue. Je fais Vlogmas cette année encore pour la 10e année. Ma chaîne célèbre ses 10 ans. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications, parce que c'est comme ça qu'on sait qu'il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok, Instagram, tous les médias sociaux auxquels je participe sont en lien sous la vidéo. Je vais commencer par des questions festives. J'ai comme organisé mes questions à mesure que je les recevais. Et là, c'est des questions qui tournent autour de Noël. C'est sûr que j'en reçois toujours beaucoup dans le temps des fêtes. Quand les gens m'envoient des questions, ils vont tout de suite spontanément aller vers les questions de Noël. Et ça me fait plaisir d'y répondre. C'est sûr que c'est souvent les mêmes questions. Donc, étonnez-vous pas si j'ai les mêmes réponses parce que moi, je suis la même personne. Donc, c'est redondant un peu pour ceux qui écoutent à chaque année. Mais bon, ça va faire encore des petits souvenirs. La première, c'est quoi ton plus beau souvenir de Noël d'enfance? Ben, moi, j'en ai plusieurs. J'ai pas un meilleur souvenir que tout, mais juste le village de ma grand-mère dans le salon autour du sapin. Ça, c'était incroyable. C'était tellement féerique. Là, on arrivait puis il y avait du stock là, de l'entrée dans le salon jusque dans le petit boudoir en arrière où il y avait le piano puis l'orgue. Et il y avait des scénettes avec des miroirs qui faisaient des patinoires. Il y avait des personnages, il y avait des maisons, il y avait des petits arbres, des grands arbres. Puis au fil du temps, quand il s'est mis à avoir plus de cousins plus vieux, il s'est mis à avoir des blagues dans le village. On mettait notre bière sur la patinoire ou on cachait un cadeau en arrière. Fait que ça, c'est un beau souvenir d'enfance pour Noël. Si tu pouvais créer une nouvelle tradition de Noël, ça serait laquelle? Moi, j'aimerais beaucoup ça, aller dans un chalet après Noël avec ma famille. Ça me serait le fun. C'est loin un chalet. Puis passer une semaine là, la famille des deux bords, là, parce que moi, mes parents s'entendent super bien, puis leur conjoint aussi. Ça pourrait être mon frère avec sa blonde, puis les enfants de sa blonde. Tu sais, juste un moment familial qui n'est pas un réveillon nécessairement, tout ça, juste relax, tu sais. Il me semble que ça serait le fun. C'est sûr que mes parents sont plus âgés aussi. Enfin, il faudrait sûrement qu'ils l'organisent. Il faudrait que je leur en parle. Il me semble que ça permettrait de créer des nouveaux souvenirs. C'est sûr qu'on peut le faire aussi du côté de ma mère. On va chez mon oncle, c'est dans la forêt, dans les Laurentides. C'est super. Puis ça fait un peu cette vibe-là. Mais j'aimerais ça louer quelque chose de beau, là, puis se faire un beau moment d'hiver en famille reconstituée. Quel film de Noël regardes-tu absolument chaque année? Je regarde toujours The Holiday, Elf, Le sapin à des boules à TVA, doublé ou à nouveau. Ça faut que ça soit doublé en français. Je l'écoute jamais en anglais. Ouais, ça c'est pas mal les must que j'écoute à chaque fois, à chaque Noël. Votre recette festive signature. Je cuisine pas vraiment pour les autres, pour les fêtes. Fait que j'ai pas de recette festive signature à moi que je sers souvent, mais ce que j'aime cuisiner, j'aime faire, mettons que je t'invite dans un potluck, là, un pain sandwich étagé. J'avais fait une recette en vidéo sur Zest l'année passée, puis c'est vraiment une recette que j'aime beaucoup. Ou les petits sablés au beurre de ma mère. J'ai mis la recette sur Instagram. C'est sur Instagram? Oui. Des sablés au cheddar. C'était une collaboration avec une marque de beurre, fait que vous pouvez la voir en bas, là. Sinon, des sablés tout court, des biscuits de Noël, là, sablés au beurre, juste sucré, là, juste fin, croustillant, j'adore ça. J'aime aussi faire du sucre à la crème, puis j'en ai pas fait depuis vraiment longtemps. Il me semble que je pourrais en faire avec vous autres, ça serait le fun. Du côté des cadeaux, es-tu plus dernière minute ou vraiment des mois à l'avance? Peut-être pas des mois, là, mais oui, je suis vraiment à l'avance. Comme j'ai tout fini mes cadeaux depuis, sauf un, depuis une semaine. Fait que là, si j'achète des cadeaux, ça va être des cadeaux en plus, là, mais j'ai tout ce qu'il faut. Tu sais, le nombre de cadeaux par personne que je voulais acheter, le style, tout ça, ça c'est réglé. J'ai être à la dernière minute. J'aime pas ça acheter des cadeaux qui sont pas réfléchis. J'aime pas ça acheter n'importe quoi juste pour donner un cadeau. Puis j'aime ça prendre mon temps pour les emballer un peu chaque jour. Tu sais, de pas faire une grosse corvée d'emballer plein de cadeaux. C'est pas trop le fun. Fait que j'aime ça juste m'asseoir à chaque soir à la fin novembre, début décembre, là, quand mes cadeaux sont pas mal faits. Puis emballer les cadeaux, les mettre sous l'arbre, puis ça habille l'arbre en dessous. Des fois, je me dis, les cadeaux en dessous de l'arbre sont comme en train de charger. Ils se chargent de l'esprit de Noël à chaque fois que j'allume mon sapin.
Alors voilà, là je vais tomber dans les questions qui ont rapport avec mon métier. J'en ai eu beaucoup cette fois-là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de questions qui avaient rapport avec le métier de créateur de contenu. La première c'était: quelle est la partie la plus difficile de ton métier que tes abonnés ne soupçonnent pas? Ben, tu sais, ça serait facile de dire: ah, c'est le stress des commentaires méchants, c'est qu'on parle de nous, tout ça. Non, l'affaire la plus stressante, c'est qu'on ne possède pas vraiment notre média. Tu sais, moi, si Instagram ferme demain, là, je vais perdre 75% de mes revenus. Fait que, tu sais, c'est quand même stressant, ça. Puis je suis tout le temps en train de me dire qu'est-ce que je vais faire pour changer ça. Tu sais, je réfléchis à réouvrir un autre blog qui serait monétisé, des options comme ça. Mais j'adore ça, faire des photos et des vidéos sur Instagram. Fait que je me le souhaite pas, là, mais ça, c'est stressant. Ou perdre son compte, tu sais, se faire voler son compte puis repartir à zéro. Ouf. En même temps, il y a comme quelque chose à reset qui peut être intéressant parce qu'on dirait que là, quand tu as un vieux compte, si le monde se réabonne, c'est parce qu'ils sont vraiment intéressés. Il n'y a pas du monde oublié ou du monde qui ne sont plus jamais sur Instagram, mais sont encore abonnés à ton compte, mais ils ne sont jamais actifs. Fait que ça nuit à ton taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est le pourcentage de gens qui voient ou consomment ton contenu, là, ou commentent, like, tout ça. Ouais, fait que ça, c'est un peu stressant. L'insécurité, en général, c'est la chose la plus difficile parce que tu ne sais jamais si tu vas avoir une bonne année, une mauvaise année. Même si tu travailles fort, tu peux ne pas avoir de contrat. Même si tu ne travailles pas fort, tu peux en avoir qui rentre. Ça peut venir tout seul aussi, des fois par la chance ou par une réputation parce que tu as fait une certaine chose dans tes contenus et les gens aimaient ça. Il y a vraiment beaucoup de hauts et de bas, puis il y a beaucoup d'inattendus. Donc ça, c'est sûr que c'est pas évident, puis il faut avoir les nerfs solides pour endurer ça. Comment gères-tu l'équilibre entre ta vie privée et ta présence en ligne? Bien, je suis meilleure là-dessus depuis quelques années. On dirait, je prends plus le temps de me dire, est-ce que je communique ça parce que c'est pertinent pour mes abonnés ou parce que je sais qu'ils vont être curieux puis ils vont consommer le contenu parce qu'ils sont curieux de voir ça, parce que c'est privé, personnel, tout ça. Moi, j'ai réalisé que c'était beaucoup demandé de tout le temps demander aux créateurs de contenu de tout dire sur leur vie. Moi, ça m'intéresse plus de faire ça. Puis je trouve que c'est pas nécessairement intéressant non plus pour tout le monde. J'essaye par contre de beaucoup axer sur la transparence, l'honnêteté, une générosité aussi de ce que je peux offrir, mais tu sais, je pense qu'il faut savoir s'arrêter à quelque part puis garder des choses pour nos jardins secrets. Puis je parle pas juste, je dis mot secret, là, mais je parle pas juste de des affaires que tout le monde ferait. Oh! Mais tu sais, c'est pas nécessaire de tout raconter ce qu'on vit. C'est bon d'avoir une certaine concision dans ce qu'on partage, puis c'est ça, de partager des choses divertissantes, utiles ou qui font du bien, je pense que c'est suffisant. Parce que je suis célibataire sans enfant, je me fais souvent demander des questions par rapport à ça. Puis honnêtement, je me définis même pas comme une personne célibataire sans enfant, je me définis comme moi. Puis ça donne que j'ai choisi de vivre ma vie comme ça. Puis je trouve ça tannant de me faire poser des questions sur ça, de toujours devoir expliquer, justifier, parce que moi, c'était même pas comme un cheminement de décision. Je me suis pas mal tout le temps sentie comme ça. Donc, pour moi, c'est naturel. Puis, je réponds pas aux gens quand ils m'écrivent en privé là-dessus parce que je trouve que pourquoi moi je répondrais à ça? C'est bizarre, ça, le monde qui nous écrive en privé pour nous poser des questions vraiment personnelles. Je comprends pas la dynamique là-dessus. Puis juste parce qu'une personne a du contenu public, ça veut pas dire que c'est un livre ouvert ou que la personne doit aux autres de tout dire de sa vie. Je pense que c'est juste important de ne pas mentir, d'être transparent sur les choses qui sont publiques. Ça devrait suffire, puis ça aide à maintenir un équilibre aussi, puis de pouvoir décrocher. Parce que quand on transforme tout en contenu, et où la vraie vie, là, ça devient vraiment déséquilibrant, c'est pas super. C'est quoi le message que tu aimerais transmettre dans ton contenu? J'imagine que là, la personne voulait dire l'espèce de ligne éditoriale. Ben moi, c'est vraiment de faire du bien aux autres, d'avoir du fun, puis d'amener des choses positives, puis d'amener aussi de la réflexion sur le négatif, d'y penser, puis de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais sans se mettre de stress. C'est pas mal ça. J'aime beaucoup cette question-là. Quelle est l'interaction la plus touchante que tu as eue avec une abonnée? J'en ai eu plusieurs. J'ai souvent des témoignages de gens qui m'écrivent que ça arrive à beaucoup d'autres créateurs de contenu. Là. Tu m'as fait du bien, tu m'as mis à l'aise dans un moment où j'étais pas bien, tu es comme mon réconfort, je passais à travers de X, Y, Z où ça allait pas bien, puis tu m'as aidé là-dedans. Où j'avais une abonnée aussi qui m'avait écrit qu'elle écoutait tout le temps mes vlogs pendant qu'elle était enceinte, puis c'était un parcours un petit peu difficile, pas dramatique, mais difficile, puis ça y avait fait du bien aussi. Puis ça m'avait beaucoup touchée quand elle m'avait écrit ça. Puis elle avait appelé sa fille Eva en plus. J'étais comme hey! Puis sinon, vraiment des beaux messages qu'on a qui nous disent à quel point on peut devenir important dans la vie de ces gens-là en termes de réconfort. C'est vraiment ça. C'est les petits messages tout simples qu'on reçoit qui sont vraiment le fun quand il y a une touche personnalisée. C'est sûr que ça fait plaisir quand c'est juste « Hey, c'était vraiment bon » ou un commentaire positif. Là. Mais ça me touche vraiment beaucoup.
Comment tu vois l'évolution des réseaux sociaux pour 2025? Hey, j'ai tellement de questions là, sur l'évolution des réseaux sociaux. Il va se passer quoi là? Là, il y a TikTok aux États-Unis. Il était en cours hier pour venir en appel contre l'ordre qui avait été fait par le Sénat, je pense, de vendre TikTok à des intérêts américains, sinon TikTok ferme aux États-Unis. Là, l'appel n'a pas passé, donc c'est encore en cours, mais ils ont donné une extension. Ça devait être le 19 janvier, puis là, ils ont 3 mois de plus. Si TikTok ferme aux États-Unis, je pense que le Canada va emboîter le pas. Après tout, ils ont fermé TikTok Canada. Donc, ça regarde pas bien de ce côté-là. Du côté d'Instagram, je pense qu'il y a des belles évolutions au niveau des outils, puis tout ça. Puis, tu sais, ils développent Threads, là, la plateforme de discussion, tout ça. Mais l'algorithme est tellement rendu bizarre, puis il y a tellement de monde qui vont même plus sur Instagram, que c'est quoi l'avenir d'Instagram? En fait, ça va devenir juste de plus en plus commercial. Tu sais, des fois, je me dis, mais je fais partie du problème. Tu sais, je gagne ma vie sur Instagram en faisant des pubs. Mais j'essaie de le faire d'une façon qui est naturelle, tu sais, c'est pas comme shampoing, chez shampoing, le shampoing, top shampoing. Tu sais, j'essaie que ce soit des contrats qui sont dans ma ligne éditoriale, que ce soit de la bouffe, que ce soit des conseils, donc que ça soit bien, mais ça reste que c'est de plus en plus juste du truc super crafté sur Instagram. J'ai toujours eu des belles images, mais tu sais, je regardais mon vieux compte, là, puis les plus vieilles photos, on mettait tellement n'importe quoi, là. Une photo du coffret Sex and the City, mon café shooté d'en haut, pas beau, avec un cadre bizarre, puis tout brun, là. Tu sais, puis 5 photos dans la même journée, on fait jamais ça sur Instagram, là. Fait que, on dirait que j'ai le goût de revenir vers ça. Ben, pas vers ça, que ça soit pas beau, mais d'être... De moins tout le temps de me demander, si le monde va dire, mais ça, c'est-tu correct, c'est-tu assez beau, tu sais... D'essayer de me libérer de ça un peu, mais tout en mettant mon esthétique à moi. J'essaie de faire ça pour 2025. Sinon, je pense que YouTube va être de retour pour ceux qui ont quitté tout ça, surtout si TikTok est cancel aux États-Unis. Je pense vraiment que YouTube va vivre un autre essor. Puis pour vrai, là, les annonceurs devraient s'y intéresser aussi s'ils cherchent des nouvelles portes. Je pense que ça va bouger. Je pense qu'il va y avoir plus de gens qui vont se repartir des chaînes, plus de shorts aussi. Moi, je consomme pas vraiment de shorts. Je me dis tout le temps que je devrais en faire parce que ça aide à gagner des nouveaux abonnés, mais... Ça vaut-tu vraiment la peine? Je sais pas. J'y pense encore. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Regardez-vous ça, des shorts. Là, je suis dans des questions plus d'actualité, société. Quelle innovation technologique te fait peur? J'en ai parlé souvent, le AI, là. C'est too much. Il y en a trop partout. On peut pas désactiver. Tu peux pas comme opter de pas faire partie de l'écosystème AI. Oui, on s'en sert tous d'une certaine façon ou d'une autre avec des outils, mais là, c'est too much. Tu sais, j'ai vu la nouvelle campagne de Chico, là, puis c'est de l'affichage. Chico était une animalerie. Puis tous les animaux ont l'air d'être faits par du AI, puis ça a comme le côté, tu sais, Uncanny Valley, quand les choses vivantes n'ont pas l'air d'être vraiment vivantes, puis j'étais tellement déçue, j'étais comme, come on, prenez des photos des chiens du quartier, ou je sais pas, tu sais, c'est-tu si moins cher? Je ferais ça décevant. Fait que tout le côté comme que le AI remplace le talent artistique, ça me fait vraiment peur, genre, le AI, c'est fait pour remplacer des affaires plates, ou pour nous faire aller plus vite, pour être plus efficace. On peut-tu, comme... pas devenir Terminator. Comment tu vois l'évolution du work from home? Ça disparaît. Bon, il y a de plus en plus de bureaux qui demandent aux gens de venir travailler à temps plein parmi les compagnies qui avaient offert à leurs employés de travailler de la maison pendant la pandémie particulièrement. Puis là, ça diminue de plus en plus. Je pense que les compagnies ont évalué que ça leur coûtait peut-être moins cher. En tout cas, je pense que les compagnies aiment ça, voir leurs employés puis contrôler d'une façon. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est le fun de travailler dans un bureau parce que c'est trop petit chez eux, où il y a les enfants, ou tu sais, c'est pas tout le monde qui est bien à la maison. Sauf que ce que je trouve plate, c'est quand les compagnies engagent des gens en travail à la maison, puis là, un mois plus tard, finalement, ça va être 3 jours semaine, puis là, finalement, ça va être 1 jour semaine. Tu sais, ils changent toute la donne après que les gens se soient organisés. Ça, je trouve ça plate. Fait que j'ai l'impression que ça va continuer à changer de ce côté-là, où est-ce qu'il va y avoir un combat. Mais il y a aussi des entreprises qui réalisent que les gens sont efficaces, les gens sont heureux, dépensent moins, sont plus en santé, ont plus d'énergie. Fait que, tu sais, il faut trouver l'équilibre ici aussi. Quel changement de société te donne de l'espoir pour l'avenir? Ça va sonner un peu conspi, mais je pense que le fait que je trouve que plus de gens se réveillent, que c'est pas les gens entre eux qui se battent, qui devraient se battre, c'est les gens se font manipuler par les médias et par le gouvernement pour se battre entre eux au lieu de manifester en haut pour avoir leurs droits, pour vivre bien, tout ça. Tu sais, je parle pas de la grande révolution, comme avec les armes et tout, là, mais je pense que les gens se réveillent là-dessus, que c'est OK de manifester, c'est OK de demander, c'est OK de dire ça va pas bien comme ça devrait aller comme ça, puis de vraiment être en mode on prend soin les uns des autres entre humains, de vraiment s'arrêter à plus petite échelle pour s'occuper
de sa collectivité, de sa communauté. Moi, c'est ça qui me donne l'espoir, c'est quand je vois des gens prendre soin d'eux, entre eux. Ça me fait chaud au cœur. J'aurais dû le mettre dans la première batch de questions, mais quelqu'un m'a demandé si tu pouvais échanger ta vie avec un autre créateur de contenu pendant une semaine, qui tu choisirais? Ça serait Brett Manrock. Le connaissez-vous? C'est un OG YouTuber beauté. Ben, je me dis, bon, tant qu'à changer, je ne vais pas rester une femme. Je vais devenir quelqu'un qui soit un homme ou non-binaire ou quelque chose de différent. Là. Puis lui, il a une méchante cabane à Hawaï dans la nature. Il va cueillir des ananas, même le plant d'ananas. Il y a 40 poules. Tu sais, il a l'air vraiment d'avoir une vie le fun. Fait que je pense que ça serait Brett Man que je voudrais comme... comment il appelle ça le film là? Freaky Friday. Ah oui, c'est ça, je l'avais pas bien classé finalement. Quelle est ta pire habitude en tant que créateur de contenu? Le manque de suivi de mes planifications. Je vais me faire un beau modèle là. Au mois de janvier, je vais faire toutes ces vidéos-là, blablabla. Là, je les déploie, mais souvent, je vais oublier que j'ai fait ça. Fait que, ma bonne habitude, quand je le fais, c'est que je me mets des rappels. Va checker tel planning, va faire ça, tu sais. Faut vraiment que je me mette des post-it sur mes post-it. Ça, c'est vraiment une mauvaise habitude parce que il n'y a rien de mieux que d'être bien planifié d'avance pour avoir le temps de bien faire les choses, faire tous les contenus qu'on veut faire toutes les vidéos, les photos, que ça soit bien organisé, puis pas être à la dernière minute. J'ai ça, à la dernière minute, j'ai ça. Courir, je fais le moins possible. Ça m'arrive pas trop. C'est juste que des fois, tu sais, je voulais faire cette série-là, j'ai oublié, là, il est trop tard. Ça, je trouve ça bien plate. Dernière question. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite pour une vidéo? Ben, quand j'étais allée à Palm Springs avec PL, puis on avait fait cuire des œufs sur une voiture, c'était quand même quelque chose. Ça n'avait pas trop bien marché, par exemple, mais il faisait 45. On pensait que ça allait marcher. Mais ça n'a pas marché. Il y a quand même eu une petite tournure de blanc, là. Puis ça avait été comme le pire brunch. C'était quand même drôle. On avait eu du fun à faire ça. Ça va être tout pour cette petite vidéo de jasette. Je suis bien contente de passer ce mois avec vous. Merci pour vos beaux commentaires. Et on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!